Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi des Mémoires, première partie. Avant-propos. Écrire l'histoire de son pays et de son temps, c'est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu'on a vu, manié ou su d'original sans reproche qui s'est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les liens apparents qui ont mu les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite ou qui en ont enfanté d'autres. C'est se montrer à soi-même, pied à pied, le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux. C'est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses et de la vie des hommes. C'est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l'a été et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas. C'est mettre en évidence que, s'il était possible que cette multitude de gens qui ont fait une nécessaire mention avaient pu lire dans l'avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l'entrée de leur vie et auraient abandonné leur vue et leurs plus chères prétentions. Et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu'ils s'étaient proposé, n'a fait qu'augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches et rend pour eux comme non avenus tout ce à quoi ils étaient parvenus. Le mariage du duc de Chartres. Une après-dînée de fort bonne heure que je passais dans la galerie haute, je vis sortir monsieur le duc de Chartres d'une porte de derrière de son appartement, l'air fort empêtré et triste, suivi d'un seul exempt des gardes de monsieur. Et comme je me trouvais là, je lui demandai où il allait faire ainsi si vite, à cette heure-là. Il me répondit d'un air brusque et chagrin qu'il allait chez le roi, qu'il avait envoyé quérir. Je ne jugeais pas à propos de l'accompagner, et me tournant à mon gouverneur, je lui dis que je conjecturais quelque chose du mariage et qu'il allait éclater. Il m'en avait depuis quelques jours transpiré quelque chose, et comme je jugeais bien que les scènes seraient fortes, la curiosité me rendit fort attentif et assidu. Monsieur de Chartres trouva le roi seul, avec monsieur dans son cabinet, où le jeune prince ne savait pas devoir trouver monsieur son père. Le roi fit des amitiés à monsieur de Chartres, lui dit qu'il voulait prendre soin de son établissement, que la guerre allumée de tous côtés lui ôtait des princesses qui auraient pu lui convenir, que de princesses de sang il n'en avait pas de son âge, qu'il ne pouvait mieux témoigner sa tendresse qu'en lui offrant sa fille, dont les deux sœurs avaient épousé deux princes de sang, que cela joindrait en lui la qualité de gendre à celle de neveu, mais que, quelque passion qu'il eût de ce mariage, il ne voulait point contraindre et lui laissait là-dessus toute liberté. Ce propos, prononcé avec une majesté effrayante, si naturelle au roi, à un prince timide et dépourvu de réponse, le mit hors de mesure. Il crut se tirer d'un pas si glissant en se rejetant sur monsieur et madame, et répondit en balbutiant que le roi était le maître, mais que sa volonté dépendait de la leur. « Cela est bien à vous, répondit le roi, mais dès que vous y consentez, votre père et votre mère ne s'y opposeront pas. » Et se tournant à monsieur, « Est-il pas vrai, mon frère ?» Monsieur consentit, comme il avait déjà fait seul avec le roi, qui tout de suite dit qu'il n'était donc plus question que de madame, et qui sur le champ l'envoya chercher. Et cependant se mit à causer avec monsieur, qui tous deux ne firent pas semblant de s'apercevoir du trouble et de l'abattement de monsieur de Chartres. Madame arriva, à qui d'entrée le roi dit qu'il comptait bien, qu'elle ne voudrait pas s'opposer à une affaire que monsieur désirait, et que monsieur de Chartres y consentait, que c'était son mariage avec mademoiselle de Blois, qu'il avouait qu'il désirait avec passion, et ajouta courtement les mêmes choses qu'il venait de dire à monsieur le duc de Chartres, le tout d'un air si imposant, mais comme hors de doute que madame put n'en pas être ravie, quoique plus que certain que du contraire. Madame, qui avait compté sur le refus dont monsieur son fils lui avait donné parole, qu'il lui avait même tenu, autant qu'il avait pu par sa réponse si embarrassée et si conditionnelle, se trouva prise et muette. Elle lança deux regards furieux à monsieur et à monsieur de Chartres, dit que, puisqu'il le voulait bien, elle n'avait rien à y dire, fit une courte révérence et s'en alla chez elle. Monsieur son fils lui suivit incontinent, auquel, sans donner le moment de lui dire comment la chose s'était passée, elle chanta pouille avec un torrent de larmes et le chassa de chez elle.
Un peu après, monsieur, sortant de chez le roi, entra chez elle, et, excepté qu'elle ne l'en chassa pas comme son fils, elle ne le ménagea pas davantage, tellement qu'il sortit de chez elle très confus, sans avoir eu loisir de lui dire un seul mot. Toute cette scène était finie sur les 4 heures de l'après-dînée, et le soir il y avait appartement, ce qui arrivait l'hiver 3 fois la semaine, les 3 autres jours comédie, et le dimanche rien. Appartement. Ce que l'on appelait appartement était le concours de toute la cour depuis 7 heures du soir jusqu'à 10, que le roi se mettait à table dans le grand appartement, depuis un des salons du bout de la grande galerie jusque vers la tribune de la chapelle. D'abord il y avait une musique, puis des tables par toutes les pièces, toutes prêtes pour toutes sortes de jeux. Un lance-quenet, où monseigneur et monsieur jouaient toujours, un billard, en un mot, liberté entière de faire des parties avec qui on voulait et de demander des tables si elles se trouvaient toutes remplies. Au-delà du billard, il y avait une pièce destinée au rafraîchissement, et tout parfaitement éclairé. Au commencement que cela fut établi, le roi y allait, et y jouait quelque temps, mais dès lors qu'il y avait longtemps qu'il n'y allait plus, mais il voulait qu'on y fût assidu, et chacun s'empressait à lui plaire. Lui, cependant, passait ses soirées chez Madame de Maintenon à travailler avec différents ministres, les uns après les autres. Fort peu après la musique finie, le roi envoya chercher à l'appartement monseigneur et monsieur qui jouaient déjà au lance-quenet. Madame, qui à peine regardait une partie d'ombre auprès de laquelle elle s'était mise, monsieur de Chartres, qui jouait fort tristement aux échecs, et mademoiselle de Blois, qui à peine avait commencé à paraître dans le monde, qui ce soir-là était extraordinairement parée, et qui pourtant ne savait et ne se doutait même de rien, si bien que, naturellement fort timide et craignant horriblement le roi, elle se crut mandée pour essuyer quelques réprimandes, et entra si tremblante que madame de Maintenon la prit sur ses genoux, où elle la tint toujours, la pouvant à peine rassurer. À ce bruit de ces personnes royales mandées chez madame de Maintenon et mademoiselle de Blois avec elle, le bruit du mariage éclata à l'appartement en même temps que le roi le déclara dans ce particulier. Il ne dura que quelques moments, et les mêmes personnes revinrent à l'appartement où cette déclaration fut rendue publique. J'arrivais dans ces premiers instants. Je trouvais le monde par peloton, et un grand étonnement régnait sur tous les visages. J'en appris bientôt la cause, qui ne me surprit pas par la rencontre que j'avais faite au commencement de l'après-dîner. Madame se promenait dans la galerie avec Châteautier, sa favorite et digne de l'être. Elle marchait à grands pas, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant et représentant fort bien Cérès après l'enlèvement de sa fille Proserpine, la cherchant en fureur et la redemandant à Jupiter. Chacun, par respect, lui laissait le champ libre et ne faisait que passer pour entrer dans l'appartement. Monseigneur et monsieur s'étaient remis au lance-quenet. Le premier me parut tout à son ordinaire, mais rien de si honteux que le visage de monsieur, ni de si déconcerté que toute sa personne. En ce premier état, lui dura plus d'un mois. Monsieur son fils paraissait désolé, et sa future dans un embarras et une tristesse extrême. Quelque jeune qu'elle fût, quelque prodigieux que fût son mariage, elle en voyait et en sentait toute la scène et en appréhendait toutes les suites. La consternation parut générale à un petit nombre de gens près. Pour les Lorrains, ils triomphaient. La sodomie et le double adultère les avaient bien servis en les servant bien eux-mêmes. Ils jouissaient de leur succès et, comme ils avaient toute honte bue, ils avaient raison de s'applaudir. La politique rendit donc cet appartement languissant en apparence, mais en effet vif et curieux. Je le trouvais court dans sa durée ordinaire. Il finit par le souper du roi, duquel je ne voulus rien perdre. Le roi y parut tout comme à son ordinaire. Monsieur de Chartres était auprès de madame, qui ne le regarda jamais, ni monsieur. Elle avait les yeux pleins de larmes qui tombaient de temps en temps et qu'elle essuyait de même, regardant tout le monde comme si elle eût cherché à voir quelle mine chacun faisait. Monsieur son fils aussi avait les yeux bien rouges et tous deux ne mangèrent presque rien. Je remarquai que le roi offrit à madame presque de tous les plats qui étaient devant lui et qu'elle refusa tous d'un air de brusquerie qui, jusqu'au bout, ne rebuta point l'air d'attention et de politesse du roi pour elle. Il fut encore remarqué qu'au sortir de table et à la fin de ce cercle debout, d'un moment, dans la chambre du roi, il fit à madame une révérence très marquée et basse, pendant laquelle elle fit une pirouette si juste que le roi, en se relevant, ne trouva plus que son dos et avançait d'un pas vers la porte.
Le lendemain, toute la cour fut chez monsieur, chez madame et chez le duc de Chartres, mais sans dire une parole. On se contentait de faire la révérence et tout s'y passa en parfait silence. On alla ensuite attendre à l'ordinaire la levée du conseil dans la galerie et la messe du roi. Madame y vint. Monsieur son fils s'approcha d'elle, comme il faisait tous les jours pour lui baiser la main. En ce moment, madame lui appliqua un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas et qui, en présence de toute la cour, couvrit de confusion ce pauvre prince et combla les infinis spectateurs dont j'étais d'un prodigieux étonnement. Ce jour même, l'immense dot fut déclarée, et le jour suivant, le roi alla rendre visite à monsieur et madame, qui se passa fort tristement, et depuis on ne songea plus qu'aux préparatifs de la noce. Le dimanche gras, il y eut grand bal réglé chez le roi, c'est-à-dire ouvert par un branle, suivant lequel chacun dansa après. J'allai ce matin-là chez madame, qui ne put se tenir de me dire d'un ton aigre et chagrin que j'étais apparemment bien aise des bals qu'on allait avoir, et que cela était de mon âge, mais qu'elle qui était vieille voudrait déjà les voir bien loin. Monsieur le duc de Bourgogne y dansa pour la première fois, il mena le branle avec mademoiselle. Ce fut la première fois que je dansais chez le roi, et je menai mademoiselle de Sourches, fille du grand prévôt, qui dansait très bien. Tout le monde y fut fort magnifique. Les Montchevreuil. Montchevreuil était mornay de bonne maison, sans esprit aucun et gueux comme un rat d'église. Villarceau, de même maison que lui, était un débauché fort riche, ainsi que l'abbé son frère avec qui il vivait. Villarceau entretint longtemps madame Scarron et la tenait presque tout l'été à Villarceau. Sa femme, dont la vertu et la douceur donnaient une sorte de respect au mari, lui devint une peine de mener cette vie en sa présence. Il proposa à son cousin Montchevreuil de le recevoir chez lui avec sa compagnie et qu'il mettrait la nappe pour tous. Cela fut accepté avec joie, et ils vécurent de la sorte nombre d'étés à Montchevreuil. La Scarron, devenue reine, eut cela de bon qu'elle aima presque tous ses vieux amis dans tous les temps de sa vie. Elle attira Montchevreuil et sa femme à la cour, où les Villarceau, trop libertins, ne se pouvaient contraindre. Elle voulut Montchevreuil pour un des 3 témoins de son mariage avec le roi. Elle lui procura le gouvernement de Saint-Germain-en-Laye, l'attacha à M. du Maine, le fit chevalier de l'ordre avec le fils de Villarceau au refus du père en 1688, qu'il l'aima mieux pour son fils que pour lui-même, et mit toute la conduite de madame de Montchevreuil, mademoiselle de Blois, jusqu'à son mariage avec monsieur le duc de Chartres, après avoir été gouvernante des filles d'honneur de madame la dauphine, emploi qu'elle prit par pauvreté. Montchevreuil était un fort honnête homme, modeste, brave, mais des plus épais. Sa femme, qui était bouchée d'Orsay, était une grande créature, maigre, jaune, qui riait, niait et montrait de longues vilaines dents, dévote à outrance d'un maintien composé, et à qui il ne manquait que la baguette pour être une parfaite fée. Sans esprit aucun, elle l'avait tellement captivée, madame de Maintenon, qu'elle ne voyait que par ses yeux, et ses yeux ne voyaient jamais que des apparences, et la laissaient la dupe de tout. Elle était pourtant la surveillante de toutes les femmes de la cour, et de son témoignage dépendaient les distinctions, les dégoûts, et souvent, par enchaînement, les fortunes. Tout, jusqu'aux ministres, jusqu'aux filles du roi, tremblait devant elle. On ne l'approchait que difficilement. Un sourire d'elle était une faveur qui se comptait pour beaucoup. Le roi avait pour elle une considération des plus marquées. Elle était de tous les voyages et toujours avec madame de Maintenon. Le premier président de Harlay. Harlay était fils d'un autre procureur général du Parlement et d'une Bellièvre, duquel le grand-père fut ce fameux Achille d'Harlay, premier président du Parlement, après ce célèbre Christophe de Tout, son beau-père, lequel était père de ce fameux historien. Issu de ces grands magistrats, Harlay en eut toute la gravité, qui l'outra en cynisme, en affecta le désintéressement et la modestie, qu'il déshonora, l'une par sa conduite, l'autre par un orgueil raffiné mais extrême, et qui, malgré, lui sautait aux yeux. Il se piqua surtout de probité et de justice, dont le masque tomba bientôt. Entre Pierre et Jacques, il conservait la plus exacte droiture, mais dès qu'il apercevait un intérêt ou une faveur aménagée, tout aussitôt lui était vendu. La suite de ces mémoires en pourra fournir des exemples. En attendant, ce procès-ci le manifesta à découvert.
Il était savant en droit public, il possédait fort le fond des diverses jurisprudences, il égalait les plus versés aux belles lettres. Il connaissait bien l'histoire et savait surtout gouverner sa compagnie avec une autorité qui ne souffrait point de réplique et que nul autre premier président n'atteignit jamais avant lui. Une austérité pharisaïque le rendait redoutable par la licence qu'il donnait à ses représentations publiques et aux partis et aux avocats et aux magistrats, en sorte qu'il n'y avait personne qui ne tremblât d'avoir affaire à lui. D'ailleurs soutenu en tout par la cour, dont il était l'esclave et le très humble serviteur de ce qui était en vraie faveur, fin courtisan et singulièrement rusé politique, tous ses talents, il les tournait uniquement à son ambition de dominer et de parvenir, et de se faire une réputation de grand homme. D'ailleurs, sans honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu'extérieure, sans humanité, même en un mot, un hypocrite parfait, sans foi, sans loi, sans Dieu et sans âme, cruel mari, père barbare, frère tyran, ami uniquement de soi-même, méchant par nature, se plaisant à insulter, à outrager, à accabler, et n'en ayant de sa vie perdu une occasion. On ferait un volume de ses traits, et tous d'autant plus perçants qu'il avait infiniment d'esprit, l'esprit naturellement porté à cela, et toujours maître de soi pour ne rien hasarder dont il pût avoir à se repentir. Pour l'extérieur, un petit homme vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin, des yeux beaux, parlants, perçants, qui ne regardaient qu'à la dérobée, mais qui, fixés sur un client ou sur un magistrat, étaient pour le faire rentrer en terre. Un habit peu ample, un rabat presque d'ecclésiastique et des manchettes plates comme eux. Une perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue mais courte avec une grande calotte par-dessus. Il se tenait et marchait un peu courbé avec un faux air plus humble que modeste et rasait toujours les murailles pour se faire place avec plus de bruit et n'avançait qu'à force de révérences respectueuses et comme honteuses à droite et à gauche à Versailles. Il y tenait au roi et à madame de Maintenon par l'endroit sensible, et c'était lui qui, consulté sur la légitimation inouïe d'enfants, sans nommer la mère, avait donné la planche du chevalier de Longueville qui fut mise en avant sur le succès duquel ceux du roi passèrent. Il eut dès lors parole de l'office de chancelier de France et toute la confiance du roi, de ses enfants et de leur toute-puissante gouvernante qui sut bien se conserver et s'en ménager de continuelles privances. Harlay, ci-devant premier président dont j'ai eu tant l'occasion de parler, mourut à Paris fort peu de temps après. Je n'ai plus à le faire connaître, j'ajouterai seulement l'humiliation où fut réduit ce superbe cynique. Il loua une maison dont la muraille du jardin était mitoyenne de celui des Jacobins du faubourg Saint-Germain, mais dans la rue de l'Université, qui n'était point à eux comme celle de la rue Saint-Dominique et de la rue du Bac, où, pour les mieux louer, ils donnent des portes dans leur jardin, et ces mendiants en tirent 50 000 livres de rente. Harlay, accoutumé à l'autorité, leur demanda une porte dans le jardin. Il fut refusé. Il insista, leur fit parler, et ne réussit pas mieux. Cependant, on leur fit entendre qu'encore que ce magistrat, naguère si puissant, ne put plus rien par lui-même, il avait un fils et un cousin conseillers d'État auxquels il ne pouvait se promettre de n'avoir jamais affaire, et qui, sans se soucier de la personne, pourraient bien, par orgueil, leur faire sentir leur mécontentement. L'argument d'intérêt est le meilleur avec les moines, ceux-ci se ravisèrent. Le prieur, accompagné de quelques notables du couvent, alla faire excuse à Harlay et lui dire qu'il était le maître de faire percer la porte. Harlay, toujours lui-même, les regarda de travers, répondit qu'il s'était ravisé et qu'il s'en passerait. Les moines, fort en peine du refus, insistèrent. Il les interrompit et leur dit « Voyez-vous, mes pères, je suis petit-fils d'Achille de Harlay, premier président du Parlement, qui a si bien servi l'État et les rois, et qui, pour soutenir la cause publique, fut traîné à la Bastille, où il pensa être pendu par ses scélérats de ligueur. Il ne me convient donc pas d'entrer ni d'aller prier Dieu chez des gens de la robe de votre Jacques Clément. » Et tout de suite leur tourna le dos et les laissa confondus. Ce fut son dernier trait. Il tomba dans l'ennui et dans la misère des visites, et comme il conservait toujours toutes ces mêmes manières de gravité empesée, de compliments, de fausse humilité, de discours recherchés, d'orgueil le plus incommode, il désolait tous ceux qu'il allait voir, et il allait jusque chez des gens qui s'étaient souvent morfondus dans ses antichambres.
Peu à peu, des apoplexies légères mais fréquentes lui embarrassèrent la langue, en sorte qu'on avait grand-peine à l'entendre et lui beaucoup à marcher. En cet état, il ne cessait point de visiter et ne s'apercevait point qu'il trouvait beaucoup de portes fermées. Il mourut enfin dans cette misère et dans le mépris, au grand soulagement du peu qui, par proximité, le voyait, surtout de son fils et de son domestique.